Sous la ville de Sèvres, et oui, vous l'avez bien entendu, nous sommes dans des galeries sous la ville de Sèvres, les anciennes galeries du roi. Je suis en compagnie de Michel Schneider, de la Société d'archéologie et d'histoire de Sèvres. C'est vous qui avez bien voulu nous ouvrir les portes de ce lieu normalement verrouillé, fermé au public. On a expliqué tout à l'heure que au XVIe siècle, on retrouve des traces de maisons avec des carrières dessous. Ensuite, les marchands du roi, quand le roi s'installe, Louis XIV s'installe à Versailles, vous me corrigez évidemment si je me trompe, qui décide de créer ici des galeries pour entreposer le vin à mi-chemin de Versailles et de Paris. C'est ça. On peut pas, ils peuvent pas s'installer directement à Versailles. Versailles, c'est conçu sur un marécage. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir de bonnes caves de garde. Et oui, et à l'époque, évidemment, on n'a pas de frigidaire, donc il faut à tout prix trouver des lieux naturels où on a à peu près 12 degrés dans ces eaux-là. Voilà, c'est ça, 15 degrés théoriquement ici, à peu près. Ouais. Et pas trop humide, de manière à ce que le vin puisse se bonifier. Et donc c'est à cette époque-là qu'on creuse 1 kilomètre de galerie. Oui, progressivement. Je pense qu'on a, au cours des différentes occupations, hein, notamment les brasseries après. Je pense que c'est les brasseurs qui ont beaucoup agrandi. Hein. Ah oui. Du temps des marchands de vin du roi, ça devait... Bon. Parce qu'il faut imaginer que là, cette galerie qui a l'air grande, en fait, elle est toute petite aujourd'hui. Ça, c'est la vraie largeur de la galerie. Voilà, effectivement. On a presque 4 mètres de large, là, quand même. Ce mur-là de confortation a été fait parce qu'on a construit un lycée au-dessus. Venez de se poser. Ah, regardez. Donc de l'autre côté de la galerie. Pour éviter des écroulements éventuels, d'accord, on l'a renforcé. C'est du XXe siècle, en fait. Oui, 20e. D'accord. Et alors, c'est très étonnant, cette architecture des galeries en encorbellement, c'est ça, voilà. Oui, ça se resserre, c'était pour... Alors, c'est le travail des carriers. Hein. Pour un plafond de carrière, ça s'appelle le ciel, ciel de carrière. Et les carriers, pour éviter d'avoir une trop grande portée du ciel de carrière, faisaient un encorbellement. Donc on avait pour que les forces soient moins voilà, pour sur les côtés. éviter l'écroulement, quoi. C'est pas bête. Alors, où va-t-on là maintenant? Eh ben, on peut aller par là. On va voir une petite curiosité, là, quand même. Petite curiosité. Attention. Voilà, il y a des vieux tonneaux, là. Ouais. Et voilà. Voilà des tonneaux. Impressionnant. Je vous cache tout. Regardez. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, on appelle ça la salle des tonneaux. Hein? En principe, il n'y a pas de contradicteur, tout le monde est d'accord. Et ce sont des tonneaux pour la bière. Hein? Ils sont là depuis combien de temps, ceux-là? Bon, c'est probablement les tonneaux qui ont été en rebut. Quand on est passé aux tonneaux en fer, hein, les tonneaux de bois ne servaient plus, et ils les ont stockés là. Donc là, on n'est plus du tout à l'époque des marchands de vin, on est dans la deuxième ville du lieu qu'on va aborder dans quelques instants. Encore un mot sur les marchands de vin? Les marchands de vin, ça a duré donc jusqu'à Louis XVI, bien entendu. On coupe la tête à Louis XVI, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de marchands de vin privilégiés de roi. Mais il y a encore des marchands de vin quand même qui restent ici, hein, bien entendu, qui vendent le vin à des particuliers. Alors l'intérêt des marchands de vin, il s'est succédé quand même plusieurs générations de marchands de vin, et dans les recherches qui ont été faites, elles ont permis de savoir les inventaires, de savoir les quantités de vin qu'il y avait ici. Ah oui. Il y avait quand même des milliers d'hectolitres. Et des vins venant de partout. Hein. Louis XIV... les importateurs, distributeurs, ils ramenaient du vin de partout. Voilà, ils achetaient le vin et ils le revendaient. Hein. Voilà. Alors, cette pièce fonctionnait comment? Est-ce que, j'imagine, elle a toujours fonctionné de la même façon? Alors non, elle servait pas... Bon, on voit bien la hauteur, hein, on voit bien que c'est pas fait pour entreposer des tonneaux. C'était à l'origine une glacière. Hein, parce que pour la bière... Et faire la bière, faire le malt, tout ça. Et après, il faut que la bière se décante. Et là, il faut une température de 6 à 8 degrés. En temps normal, ici, on a 15 degrés. Donc, avec une réfrigération, on pouvait diminuer la température. Et à cette époque-là, bon, c'est l'époque, c'est 1850, hein, la première implantation du premier brasseur ici. Il n'y avait pas le frigorifique, hein, on n'appuyait pas sur le bouton électrique. Il fallait trouver un produit naturel. Donc, le produit naturel, c'était la glace. En hiver. Voilà. Et on allait dans les étangs d'huile d'Avray, hein, qui sont à peu près 1 kilomètre d'ici, voilà, chercher, découper des pains de glace, hein, que l'on descendait par le trou que vous voyez en haut, là. Vous voyez ?
Voilà. Alors ce trou-là communique donc avec la surface et actuellement on le voit bien, encore il est dans une résidence et en hiver quand il fait froid dehors, vous avez du givre, et ben vous voyez un splendide rond parce que ici la chaleur d'ici monte. Ici, 12 degrés d'ici en hiver, il fait toujours. Voilà. Ah, incroyable. Et donc la glace étant entreposée ici, hein, le système de la glacière, bah, Oui, il y avait dans tous les châteaux. Et puis le fait de la quantité, il y a une inertie, il y a très peu de fonte. Hein. Donc on devait probablement, bon on ne sait pas, on n'y était pas, hein, mais reprendre les pains de glace et les mettre dans les galeries. Vous voyez, en haut, vous voyez le décrochement, on communique avec une galerie supérieure. On va les découvrir. On verra tout à l'heure. Eh ben, très bien, on va y aller. On se retrouve dans quelques instants avec encore d'autres surprises dans ces incroyables galeries de Sèvres. À tout de suite.